Je me présente, je suis François Prévost. J'ai 52 ans, j'ai 20 ans de consulting derrière moi et je sais ce que c'est que créer une activité de conseil de zéro parce que j'ai commencé seul en fait. Voilà, donc je suis passé de salarié à créateur de conseil, hein, d'activité de conseil. Et pour moi, ça a été effectivement compliqué puisque je n'ai pas eu au départ de mentoring, hein, de consultant. J'ai donc dû inventer le métier par moi-même et, euh, et réussir à décoller disons en n'ayant pas été un consultant du sérail. C'est-à-dire en fait j'ai travaillé d'abord pendant 10 ans dans des grandes sociétés, à des postes de marketing, commercial, innovation. Puis mi-98, je suis parti du salariat pour créer ma première activité de conseil. Et donc j'ai subi ce long apprentissage. Alors d'abord en cabinet de portage, en consultant indépendant, puis j'ai créé mon premier cabinet de conseil. Et aujourd'hui j'en suis à la 7e création d'activités et entreprises, dont 5 de prestations intellectuelles et de conseil. Donc je connais par cœur la problématique de création d'activités de conseil euh, sous différents statuts. Et donc, je pourrais vous présenter les différents avantages, hein, et inconvénients des statuts lors des questions-réponses. Et pour l'instant, je voulais faire un petit panorama des 10 leviers pour booster son activité de freelance. Voilà. Et notamment, vous aider à passer à la vitesse supérieure. Donc, alors on a une petite blague ici en interne qui est que le freelance, c'est un sport entre le frisbee et le javelot. Ça monte haut, ça plane et ça finit par se planter. Alors c'est un peu provocateur comme dessin, mais en fait c'est la réalité de la création d'activités de freelance. C'est-à-dire que les gens s'enthousiasment, ils créent leur activité et ça marche un petit peu. Il y a un plateau et puis la plupart des gens arrêtent avant la fin de la première année en fait. Donc nous, Time to Planet, on est un cabinet de conseil et un cabinet de consultants en coopérative d'activité et d'emploi. Et le but, c'est de limiter les risques et de mutualiser les moyens pour que les consultants indépendants se focalisent sur leur activité principale et surtout n'aient pas toutes les galères de devoir rester seul et gérer son activité tout seul. Donc nous, notre but, c'est effectivement d'accélérer les consultants seniors qui ont déjà une activité pérenne, mais on a reçu plus de 2500 candidatures pour entrer dans la coopérative depuis un an. Et malheureusement, on a dû dire non à 98% des consultants parce on n'est pas là pour, on n'a pas la structure ni humainement ni financièrement pour accompagner des consultants qui n'ont pas du tout de chiffre d'affaires. La coopérative a décidé de lancer un accompagnement quand même pour tous ces consultants qui nous ont contactés et qui veulent réussir à décoller sans qu'on puisse les accompagner physiquement au sein de la coopérative. Et donc voilà, on va essayer de vous aider déjà avec ce webinar pour que vous puissiez décoller et ensuite voir si vous voulez aller plus loin sur un mode digital et à distance. Pardon pour le petit retard technique. Ça va être d'abord d'identifier vos freins personnels et de pouvoir vous faire comprendre que vos limites sont plutôt à l'intérieur que sur le marché. D'identifier un certain nombre de pistes, alors c'est pas exhaustif, mais un certain nombre de pistes d'accélération de votre activité et de vous donner des moyens pour réussir. Donc, c'est-à-dire de comprendre qu'il faut que vous équipiez vous-même et que vous réfléchissiez comme une start-up à votre stratégie et votre plan d'action. Bien souvent, la réflexion stratégique pour la création d'une activité de conseil, elle pêche par le minimalisme. On se dit, oui, bon d'accord, c'est une activité de prestation intellectuelle, il n'y a pas de machine à acheter, il y a juste son téléphone et son ordinateur. Et en fait,
Du coup, on ne passe pas du temps à créer un business plan, à créer un plan d'action et à investir comme on le ferait si on créait une activité plus capitalistique. Donc ça, c'est pour vous donner des réflexes d'investissement et aussi quelques astuces pour mieux gérer son temps et ses actions, puisque le temps, c'est le capital numéro un du consultant et du freelance. C'est ça qu'il monétise et le but, c'est d'engager le moins possible et de valoriser au mieux celui que l'on a. Alors, je vais faire deux parties. Une première partie un peu sur le marché du conseil et la deuxième plutôt sur les effets de levier qu'on peut mettre en place pour démarrer son activité. Alors, le marché du conseil, c'est un marché qui est globalement en croissance depuis des années. Alors, on a eu une grosse croissance, comment dire, en 2011. Et puis, on a grosso modo une croissance de 2,5% par an. Et là, on a le prévisionnel sur les prochaines années à l'horizon 2018. Donc, en fait, le chiffre d'affaires du conseil en management va continuer de croître irrémédiablement sous l'impact de plusieurs phénomènes. Premièrement, ben, on a en Europe quand même un rétrécissement de la courbe démographique, de la pyramide des âges, qui fait que ben, on va avoir de moins en moins de cadres disponibles, et donc ben, il y a un bel avenir pour le marché du conseil. Et puis, on a aussi un changement dans les pratiques, c'est-à-dire qu'en fait, les gens externalisent de plus en plus de tâches pour avoir de moins en moins de personnel. Donc, il y a de l'outsourcing, de la délégation, et donc des missions de conseil. Et donc, du coup, il y a pas mal d'opportunités pour la création d'une activité de conseil. Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un grand manque de consultants, notamment pour les PME et les TPE, qui représentent quand même 95% des entreprises en France. Sur les 3 millions 2 d'entreprises, vous avez 95% des entreprises qui ont moins de 20 salariés et 98,5% des entreprises qui ont moins de 10 salariés. Or, les grands cabinets, les cabinets plus structurés, se focalisent beaucoup sur les entreprises qui ont une taille allant de 50 à 250 personnes pour les PME et qui visent aussi les ETI et les grands groupes. Hein. Mais il faut savoir que 95% des entreprises ne sont pas dans cette cible-là. Donc déjà, il y a une adéquation entre le consultant indépendant et la petite PME parce qu'il y a une proximité de comportement. Donc ça, il y a un manque, il y aura un manque maintenant dans les fonctions management, stratégie, marketing, commercial, digital pour les PME. Alors, évidemment, tout le monde a identifié cette opportunité. Il y a plus de 100 000 structures de conseil qui se créent par an, tout statut confondu. Mais malheureusement, 50% des structures de conseil stoppent après un an d'activité ou même avant la fin de la première année. Donc, c'est preuve qu'on est bien au-delà des difficultés de la création d'entreprise en général, puisque les standards des statistiques, c'est 50% de taux d'échec à 2 ans, donc pas après un an. Donc ça veut dire que la mortalité des activités de conseil est bien supérieure à celle des activités industrielles et autres services. Alors, on s'aperçoit que il y a en dehors des grands cabinets de stratégie qui sont connus, les Big Five, il y a des positionnements différents sur le marché du conseil. Dans l'activité de conseil du freelance, la seule issue, c'est vraiment d'avoir une spécialisation très pointue et de trouver ces aspérités de différenciation. En quoi vous êtes supérieur et surtout comment vous pouvez être lisible sur le marché. Parce que sinon, ben, le référencement sur Internet, votre visibilité sur les réseaux sociaux, votre discours, hein, votre crédibilité en tant que personne va en pâtir. Hein. C'est sûr que si vous êtes un expert dans un domaine très précis et que vous creusez toujours le même sillon, vous allez capitaliser sur une crédibilité et une expertise. Si vous commencez à faire un petit peu tout et n'importe quoi, comme on voit souvent chez des consultants que j'appelle moi attrape-tout,
vous n'aurez jamais d'image d'expert dans votre domaine. Donc voilà un petit peu, ça c'était un mapping pour vous montrer le marché du conseil. Alors, je vais tout de suite vous donner un aperçu des tarifs du conseil, parce qu'en fait, c'est souvent les questions qu'on me pose quand je fais du coaching. Et on s'aperçoit qu'en fait, le tarif du conseil dépend de plein de paramètres. Et donc, oui, le conseil n'a pas le même tarif pour tout le monde. Alors, ça dépend effectivement de l'importance de la notoriété. Si vous êtes complètement inconnu, eh ben, un consultant indépendant, il va facturer entre 500 et 800 euros jour. Alors là, les chiffres que je vous mets, ça n'est pas des moyennes du marché, c'est une moyenne d'un panel d'entreprises qui a été interrogé. Donc c'est vraiment l'image du tarif auquel s'attend le client quand il voit un consultant arriver, d'accord? Donc c'est pas voilà, donc c'est intéressant parce que ils ont vraiment conscience que le tarif d'un consultant c'est différent, même si on a une moyenne observée qui est de à peu près 1600 euros, 1570 euros jour. Eh bien, on s'aperçoit que si c'est un consultant indépendant qui se pointe, qui est inconnu, qui n'a pas de marque, bon, bah ils disent entre 500 et 800, mais voilà, c'est plutôt 800 euros jour. Si c'est un petit cabinet de conseil, ils comprennent qu'il y a des charges, qu'il y a une valeur ajoutée, donc c'est plutôt 1200 euros jour. Un gros cabinet, 1500, 2000 euros jour, et les Big Five de 3000 à 9000 euros jour. Donc vous voyez qu'en fait, on n'est pas du tout dans ce que vous avez déployé comme offre ou le discours que vous avez. Déjà, la façon dont vous vous présentez induit votre tarif limite. Mais ça dépend aussi de la personne qui va vendre la mission. Si c'est un junior, eh bien, on conçoit que c'est de 700 à 1000 euros. Si c'est un senior, de 1500 à 2000 euros. Et si c'est un associé, 3000 euros et au-dessus. Et puis, ils acceptent aussi et ils projettent une différence de tarif selon les secteurs. Une SS2I, voilà, c'est à peu près 1000 euros jour. Un cabinet de stratégie en moyenne 1500 euros jour, et les avocats, notamment avocats spécialisés, droit des affaires, pénalistes et autres, on est sur du 3000 euros jour. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la différence selon la taille du client. Si vous attaquez une PME ou une start-up, vous êtes de 700 à 2000 euros jour, avec une moyenne à 1000 euros jour. Si vous attaquez des groupes ou des entreprises de taille intermédiaire, vous êtes entre 1000 et 3000 et la moyenne est à 2000 euros jour. Donc très clairement, selon la cible et le segment de marché que vous attaquez, vous avez un effet sur le tarif. Il existe aussi une différenciation qui n'est pas représentée ici entre Paris et province. Il est clair que c'est plus facile de vendre du 1500, 2500 euros jour à Paris, alors qu'en province, dans certaines régions, on va difficilement dépasser les 1200, 1500 euros. Voilà. Et puis il y a aussi la notion de temporalité, à quel moment de l'année vous êtes. Et donc les clients disent, si vous êtes en cours d'année, vous pouvez vendre des budgets maxi de 10 à 50 000 euros s'il y a de l'argent. Mais tous les postes sont déjà bloqués dans le budget. Si en revanche vous êtes en construction de budget, c'est-à-dire pour les gens qui ont un fiscal du 1er janvier au 31/12, en général le budget il se construit l'été, c'est-à-dire juillet-août, avec une validation en comité de direction en septembre-octobre. Là, si vous arrivez avant cette période-là et que vous vendez des missions, vous pouvez avoir des missions qui montent à 100, 500 000 euros parce que ça devient stratégique et c'est voté dans le budget de l'année suivante. Donc, vous voyez qu'en fait, la notion de tarif implique d'avoir une analyse différentielle et riche et de ne pas se focaliser sur un seul chiffre. Il faut vraiment essayer d'intégrer tous ces paramètres de tarification. Et donc, moi j'ai un collègue consultant, quand le client lui pose la question, mais est-ce que votre tarif est le même sur les clients? Il répond, ben non, c'est à la gueule du client. Alors ça fait sursauter un peu le client, mais en fait c'est vrai, c'est-à-dire que si vous êtes comment dire, un consultant indépendant qui travaille pour une petite structure, votre impact va être limité et donc le tarif est limité. Si en revanche vous êtes un consultant de très haut vol et que vous intervenez à très haut niveau dans une grosse boîte, eh bien forcément vous allez avoir un impact beaucoup plus fort et donc il est normal que vous ayez
un tarif jour plus élevé. Voilà. Alors maintenant, voilà, donc c'était juste un petit panorama pour vous montrer que le conseil, il y a plein d'opportunités dans le conseil aujourd'hui, que c'est pas un marché bouché, même si c'est un marché qui est très très sensible à la conjoncture. Euh, il y a aussi un certain nombre de règles sur le tarif, et donc l'idée, c'est pour vous de trouver la meilleure équation d'activité qui vous permette de maximiser la valorisation de votre temps passé. Hein, c'est finalement ça l'équation du freelance, parce que le freelance n'a pas 36 effets de levier, il n'a pas de salariés, il n'a pas beaucoup d'investissement, il peut pas déléguer énormément de choses, donc il est obligé d'optimiser son temps. Donc voilà, on va voir un petit peu les 10 conseils pour booster son activité, avec un préalable, une analyse de pourquoi vous ne pouvez pas progresser seul. Si on prend le mapping de la connaissance, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Hein, si vous faites de la formation, vous connaissez par cœur ce triptyque. Dans la connaissance, 10% appartiennent à la sphère de la conscience, c'est-à-dire à la sphère de je sais que je sais. Je sais que je sais conduire une voiture, je sais que je sais parler anglais, je sais que je sais marcher, faire du vélo, etc. Et ça ne représente que 10% de notre connaissance. Ensuite, il y a la sphère de la prise de conscience. Pour vous ou pour vos clients. Oui, je sais que je ne sais pas faire de l'exportation. Oui, je sais que je ne sais pas parler russe. Oui, je sais que je ne sais pas bien vendre, etc., etc. Donc, cette sphère de la prise de conscience qui est je sais que je ne sais pas faire est 20% de la connaissance. Mais la plus grande partie des progrès à faire et des apprentissages, c'est dans une sphère sur laquelle on n'a aucune prise, qui est la sphère de je ne sais pas que je ne sais pas. Et malheureusement, la plupart des réflexes du conseil et du consultant sont dans la sphère du je ne sais pas que je ne sais pas. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre conscience que vous avez pas certains réflexes ou certaines bonnes pratiques, et donc vous n'allez pas vous attacher à les développer parce que vous ne savez même pas que vous ne savez pas qu'elles existent. Et ça, c'est ce que j'appelle la surprise de conscience. Donc aujourd'hui, par rapport à votre activité de freelance, si vous n'êtes pas déjà passé par un cabinet de conseil, 70% des gains et de votre apprentissage est en dehors de votre champ de conscience et en dehors de vos possibilités d'apprentissage. Moi, quand j'ai commencé à travailler le conseil, j'ai fait comme tout le monde. Hein, je vendais 500, 800 euros jour. Je faisais des missions moyennes de 2000, 3000 euros. Et je cavalais comme un dingue pour faire mes mois avec une très haute fréquence de facturation. Et puis au bout de quelques temps, j'ai appelé des amis qui avaient fait 10-15 ans de conseil dans des grands cabinets. Ils ont passé une journée avec moi, j'ai tout mis sur la table et ils m'ont donné leur ficelle. Et j'ai compris que je n'avais absolument pas identifié quelles étaient mes pistes de progrès et que surtout un certain nombre comment dire, de réflexes étaient contre-intuitifs. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Pour moi, qui étais élevé comment dire, à l'école américaine dans un grand groupe américain, le Graal c'était le one page memo. C'est-à-dire en fait, si on peut faire une communication en une page qui soit percutante, eh bien c'était gagné. Et donc j'avais tendance à faire ça pour mes propositions commerciales. Et donc, mes collègues qui avaient passé 15 ans dans les grands groupes ont éclaté de rire en disant, mais en fait, le prix d'une proposition commerciale, c'est un peu au poids du papier. Alors, c'est pas très développement durable, ce que je veux dire là, mais ils m'ont dit, mais si tu veux vendre une proposition à 50 ou 100 000 euros, ça peut pas être sur une seule page. Ça doit être au moins 15-20 pages. Il faut détailler la proposition, et il faut que le client sente qu'il en est pour son poids. Vous voyez, donc ça, c'est un genre c'est une genre de remarque que j'étais vraiment loin de pouvoir découvrir par moi-même, et au contraire, ma culture me poussait à faire des choses très synthétiques. Euh, alors voilà, on va passer un peu sur les axes qui font écho à l'article que j'ai publié sur notre blog, et on va discuter un petit peu de ces différents points. Le premier, c'est vraiment d'avoir confiance en sa valeur. D'accord, mais pourtant, je ne sais pas pourquoi ça a sauté, je l'avais activé tout à l'heure. Bon, ok. Donc là, si je repasse là, vous voyez. Là, c'est bon. Oui.
D'accord. Donc je vais repasser très rapidement tout ce que vous avez raté. Donc vous avez raté ça, le petit dessin. Ouais. Voilà, les objectifs, le marché du conseil. Voilà, ça c'est le slide qui montre la croissance du marché du conseil. Je pense qu'avec l'audio vous en êtes sorti. Le mapping qui montre que les petites structures, il y a vraiment que la spécialisation qui est comment dire, un avenir. Ça c'était le retour sur une étude de marché qu'on a faite sur les prix du conseil. Donc, je pense que vous avez pris des notes sur les prix. Et puis voilà, donc là, c'était la sphère de la connaissance et le discours sur 70% de vos gains majeurs sont en dehors de votre champ de conscience. Et voilà, donc j'étais sur la confiance en sa valeur. Alors, en fait, je vais prendre un raccourci, hein, vous allez comprendre la progression en 5 points, mais je vais prendre un raccourci. On facture ce que l'on pense que l'on vaut. Alors, je vais répéter ça, c'est assez difficile à comprendre en fait. On facture ce que l'on pense que l'on vaut. Ou alors, on va le prendre par l'autre bout de la lorgnette qui est on gagne ou on a l'argent sur son compte en banque que l'on pense qu'on mérite. Donc ça n'a strictement rien à voir, et je commence vraiment par ce point parce que j'ai mis du temps à le comprendre, et il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent jamais, notamment les artistes. Je fais pas mal de coaching d'artistes, photographes, peintres, sculpteurs, et ça c'est encore pire pour eux, parce qu'en fait ils sont dans le doute de leur valeur artistique, et donc s'il y a doute dans la valeur artistique, il y a doute sur la valeur intrinsèque du produit qu'ils vendent. Et bien dans les services et dans le consulting, bien souvent on s'aperçoit que les gens qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui ont le plus de confiance en eux-mêmes, la meilleure estime d'eux-mêmes, et qui n'ont pas de problème avec la valeur intrinsèque de leur personne. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les ressorts de qu'est-ce qui fait l'estime de soi et la confiance en soi. Il y a des paramètres historiques, hein, et familiaux. Il y a des paramètres qui nous appartiennent, notamment les succès qu'on arrive à engranger. Mais en tout cas, in fine, quelle que soit l'activité de freelance que vous ayez, que ce soit graphiste, consultant en stratégie, consultant en IT, codeur, etc., etc., ce qui va rester sur votre compte en banque à la fin de l'année est très très corrélé à l'image que vous avez de vous-même et à la valeur que vous vous donnez. Ça paraît dingue comme ça, mais en fait, on s'aperçoit que dans tous les paramètres qu'on modifie chez les consultants qu'on accompagne, celui qui est le plus dingue en termes d'effet, c'est celui-là. Alors on est dans le domaine de la psychologie, du coaching, mais donc nous on a un programme en interne, alors qu'on peut pas développer en digital parce que ce serait un peu compliqué. C'est de l'ordre du one-to-one et du coaching ultra personnalisé qu'on a au sein de la coopérative. Mais en tout cas, vous avez 1000 programmes qui existent à l'extérieur de Time to Planet, vous pouvez trouver sur le marché pour renforcer son estime de soi et son confiance en soi. Donc cette planche, elle s'appelle de l'estime à l'estimation parce que c'est en ligne directe en fait. Donc la première étape, c'est vraiment de renforcer son estime de soi et sa confiance en soi, de prendre conscience de sa propre valeur. Alors en tant que personne, hein, tout simplement, des fois, il y a des gens qui ont un déficit d'appréciation de leur valeur en tant que personne humaine. Déjà ça. Ensuite, la troisième étape, c'est de prendre conscience de la valeur que vous générez. Alors, bien souvent, les consultants sont très désarmés quand ils ont une demande de réduction de tarifs. Parce que finalement, ils arrivent à tomber dans le panneau, trouver légitime qu'on leur demande de réduire leurs tarifs. Et si il y a une véritable conscience de ce que vous générez comme valeur ajoutée pour vos clients, alors la défense du tarif est beaucoup plus sereine et forte. Par exemple, pour la méthode que j'ai inventée dans les années 90, il y a eu une étude qui a été faite par un stagiaire il y a quelques temps qui montre qu'en 20 ans, la méthode a généré sans doute plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires totalement additionnel à mes clients. Euh, et l'estimation, qui me semble un peu farfelue, mais qui pourrait être vraie, ce serait que l'impact serait entre 800 millions et 1,5 milliard de chiffre d'affaires totalement additionnel pour mes clients depuis 20 ans. Alors moi, j'ai pas facturé des dizaines de millions d'euros de conseils, j'ai simplement facturé des quelques millions d'euros de conseils. Donc vous voyez qu'en fait, malgré la confiance dans ma propre valeur et dans la valeur générée chez mes clients, je n'ai
pas réussi à capter la plus grosse partie de la valeur générée. Donc, même en ayant conscience de ce phénomène, c'est très difficile de capter une bonne partie de la valeur qu'on génère chez nos clients. D'accord. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la plupart des clients, des consultants, ne mesurent pas ou n'ont pas une image précise du retour sur investissement des missions qu'ils font chez leurs clients. Et donc, tant qu'on n'a pas cette certitude qu'on a créé de la valeur pour le client, il devient très très difficile de calculer un ROI, un retour sur investissement, et donc de défendre son tarif ou son prix de journée. Alors par défaut, je vous livre une astuce. Quand un client me demande de réduire mon tarif de 3000 à 2500 ou de 2500 à 500 euros jour, j'ai une phrase qui est: si vous me trouvez une seule bonne réponse, une seule bonne raison pour laquelle je devrais baisser mon tarif sans contrepartie, alors c'est vous qui faites le tarif. Alors, dans 100% des cas, le client ne trouve pas une seule bonne réponse. Il n'a pas de bonne raison. Parce qu'il se met vraiment à la place du consultant. Donc, si vous n'arrivez pas à justifier votre valeur, comment dire, le fait de renverser la charge de la preuve au client vous donne des armes pour défendre votre tarif. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le pire argument qu'on puisse développer. Une fois qu'on a conscience de sa valeur générée, il y a vraiment du ménage à faire dans son temps pour optimiser vraiment son temps économique vendu. Donc il faut vraiment garder son meilleur temps au meilleur tarif pour le client. C'est un petit peu comme si le boxeur ou le champion n'était pas entraîné pour donner son meilleur au moment de la compétition. Vous devez donner votre meilleur au moment de la compétition, dans une fulgurance de prestation. Et pour ça, il faut chasser tous les temps qui fatiguent et qui ne servent à rien. On verra un petit peu plus loin comment on fait. Et enfin, eh bien, ça veut dire qu'il faut valoriser son temps avec un tarif horaire ou avec des packages, des forfaits qui font que vous êtes payé à peu près à la valeur que vous valez. Voilà, ça c'est important, cette notion d'estime de soi. L'axe d'optimisation numéro 2, c'est vraiment cette notion de logique d'offre. Alors on va commencer par un petit travail. Vous allez tous prendre un papier, un crayon, et vous allez noter pour 2017 tous les achats, les voyages, les investissements, les cadeaux, les dépenses extra budgétaires que vous voulez, que vous avez prévues. Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une nouvelle voiture? Est-ce que c'est changer d'école pour un de vos enfants? Est-ce que voilà, donc c'est les dépenses extraordinaires en euros ou en milliers d'euros. Voilà. Donc vous prenez un petit temps et vous mettez sur un bout de papier ces dépenses extra-budgétaires. Voulez-vous payer une nouvelle voiture? Voulez-vous payer un nouvel ordinateur? Voulez-vous payer un appartement à la montagne, etc., etc. Donc vous mettez vraiment pour 2017 vos objectifs d'investissement, de cadeaux et de dépenses extra-budgétaires. Voilà. Et vous en faites la somme. Vous faites la somme, vous laissez de côté. Ensuite, la deuxième question, c'est quel niveau de revenu ou salaire net, revenu net, vous voulez en 2017. Alors vous le faites par mois, c'est quoi mon niveau minimum de revenu net que j'ai envie d'avoir? Alors est-ce que c'est du 4000 euros net? Est-ce que c'est du 6000 euros net? Est-ce que c'est 2500 euros net? Voilà, ce qui vous paraîtrait être confortable, non pas en intégrant une certaine précarité et votre difficulté actuelle. Hein. C'est combien, à partir de combien vous seriez content, vous seriez à l'aise mensuellement, et donc je multiplie par 12 et ça vous fait un deuxième chiffre. Ça va, tout le monde me suit? Allô? Oui, Ouais, d'accord, Oui, ok. oui. Alors, vous allez ajouter ces deux chiffres, hein, le montant de tous vos achats, investissements, etc. Et vous allez ajouter votre salaire net annuel. Voilà. Alors, je vais vous demander de m'envoyer un petit message
tous, parce que tout le monde n'a pas le micro. Donc, dès que vous avez fait ce calcul, ce montant, vous m'envoyez un message sur finalement vos besoins globaux en cash pour 2017. Alors après, la question, c'est à quel chiffre d'affaires ça correspond. On va jouer à un jeu qui est très simple, c'est on va prendre une marge de sécurité de 15%, c'est-à-dire que vous allez diviser ce chiffre par 0,85 pour soit payer une structure, soit des dépenses imprévues, etc. Et vous allez multiplier ce chiffre par 2, comme si vous étiez finalement salarié de votre propre structure. Bon, il est vrai que ceux qui sont freelance à la maison des artistes, hein, ou en auto-entrepreneur ou dans des statuts particuliers, vous n'allez pas multiplier par 2. Mais si vous êtes salarié ou si vous créez votre activité en cabinet de portage, en couveuse, en coopérative d'activité, c'est exactement le calcul qu'il faut faire. Vous divisez votre montant des besoins de 2017 par 0,85 et vous multipliez par 2 puisque il faut multiplier par 2 pour passer, faut diviser par 2 pour passer du chiffre d'affaires au revenu net. D'accord? Alors je pense que vous êtes un peu étonné du chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour couvrir tous vos besoins de 2017. Et est-ce qu'il y en a qui avaient déjà fait ce calcul, hein, de poser l'objectif de chiffre d'affaires en fonction des besoins? Alors, vous Oui. pouvez chatter pour me mettre dans la mire, vous pouvez me répondre par oral, ceux qui sont connectés. Non, non, moi j'avais jamais envisagé ça comme ça. Alors, pour ceux qui ont le son, vous arrivez à combien? Quel montant de chiffre d'affaires? Ouais, c'est 130 000. Ah ouais, hein? Ça, C'est beaucoup. c'est beaucoup, hein, ça impressionne, hein? Ça impressionne. Alors maintenant, c'est pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est que vous allez diviser ce chiffre par votre prix de journée actuel. Voilà, vous divisez ce chiffre par combien vous facturez aujourd'hui en moyenne par jour. Et la vraie surprise, elle est là en fait. C'est que vous allez vous rendre compte que c'est pas possible. Alors on l'a fait en séminaire il y a 15 jours avec les consultants de Time to Planet. Ça allait de 335 jours par an à 1000 jours par an pour arriver à couvrir les objectifs de chiffre d'affaires. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement pas de, il y a pas de compatibilité entre vos besoins réels, qui sont pas des besoins déments, hein. Vous avez fait voilà, ce qui vous paraît juste comme revenu et puis comme investissement, et vous avez divisé par votre chiffre d'affaires journalier moyen, et là, vous voyez que ben, l'équation elle passe pas, quoi. Donc si elle passe pas là, si vous ne corrigez pas le tir, vous êtes sûr de jamais atteindre l'objectif d'une vie juste équilibrée, hein. C'est pas une vie dans l'abondance et l'opulence. Ok, Mm. vous avez compris l'exercice. Donc ça Oui. veut dire que comme la plupart des consultants indépendants ne font jamais cet exercice, eh bien tous les ans ils sous-performent. Et c'est comme ça qu'on a des consultants qui, en moyenne, font 9 000 euros de chiffre d'affaires par an en auto-entrepreneur. Ça varie des années, hein. C'est 2013, c'était 2009, c'était 9 000 euros. Et 2014, c'était 13 500 euros. Donc ça dépend des années. Mais en tout cas, c'est entre 9 000 et 14 000 euros par an en auto-entrepreneur. La moyenne de chiffre d'affaires en cabinet de portage ou en coopérative d'activité, c'est aux alentours de 20-25 000 euros. Donc, vous voyez, on est très très loin des 130 000 euros, 150 000 euros. Je suis sûr qu'il y a certains qui arrivent à un objectif sensé de 200 000 euros ou 180 000 euros pour pouvoir couvrir tous les besoins. On est très très loin de ça en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a une réflexion à avoir sur l'offre, les offres, pardon, les offres du consultant. Si vous avez une seule facturation au temps passé, vous allez tomber dans les standards de marché et dans les référents de vos interlocuteurs. Vous allez vous faire imposer votre tarif et vous n'allez jamais dépasser ce qu'on appelle le plafond de verre des 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel.
Donc, parce qu'il y a 95-98% des consultants indépendants qui ne dépassent jamais et qui ne dépasseront jamais 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ce qu'on appelle le plafond de verre du consultant qui n'est jamais crevé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de réflexion sur la diversification des offres et sur les niveaux d'offres dans le portefeuille du consultant. Alors, il faut imaginer qu'en fait, vous devez passer d'une mono-offre, qui est mon prix de journée d'intervention, à un dispositif poupée gigogne ou poupée russe, avec un produit d'appel qui peut être gratuit ou qui peut être très peu cher, genre une conférence ou une intervention ou un abonnement ou un petit produit qui vous prendra pas beaucoup de temps mais qui va rendre service. Ça peut être un produit mutualisé, hein, ça peut même être un webinar, hein, voilà, un produit d'appel. Il vous faut un produit d'appel pour un premier contact avec le client, dont l'acte d'achat est vraiment très 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 peu cher. Il vous faut forcément une formation. La formation, c'est vraiment le fonds de commerce, le fonds de marmite de tous les consultants. Ça permet aussi d'avoir des activités récurrentes et du chiffre d'affaires avec un acte d'achat qui n'est pas très engageant pour le client, pour pouvoir vous tester. Et 9 fois sur 10, le budget de formation est pris dans les budgets formation internes financés par les OPCA. Donc les OPCA, les entreprises payent à peu près 0,5 à 1% de leur masse salariale pour des frais de formation qu'ils payent aux OPCA. Donc c'est un impôt si jamais ils ne l'utilisent pas. Et quand ils ont des plans de formation, ils peuvent faire financer ces plans de formation par les OPCA, et donc c'est les OPCA qui payent. Donc quand vous avez une formation, vous avez une chance sur deux qu'elle soit déjà payée par le client. Donc il suffit simplement de taper dans la provision qui a été faite dans l'organisme de collecte de ces fonds de formation. Troisième étage à la fusée de vos offres, c'est un package. C'est-à-dire en fait, c'est une offre packagée qui inclut plusieurs ingrédients et plusieurs temps de mission, et que vous allez vendre au prix, un peu comme un kit en fait. Et ça, sans référence au temps que vous allez passer au total. Vous pouvez mettre le référent des temps passés en entreprise, mais pas les temps de back-office, ni les achats, ni quoi que ce soit. Ce qui fait que vous dites au client, voilà, je m'engage sur un forfait, je m'engage au résultat, c'est pas une obligation de moyens, je m'engage au résultat. Voilà ce que je vais délivrer comme résultat si vous me payez ce montant-là. Alors l'avantage du forfait, c'est que si vous êtes malin et que vous travaillez vite, eh bien vous allez pouvoir vendre peut-être un package à 10 000 euros sur lequel vous allez passer 4-5 jours. Et bien vous voyez tout de suite que le prix de journée, mécaniquement, votre prix de journée, il grimpe au-delà de 2 500 euros jour. C'est un des seuls moyens, la vente de package, pour exploser son prix, son tarif horaire. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis créateur de marque. J'en fais moins maintenant, mais dans ma première activité, c'était à peu près 30 à 40% de mon activité. Je vendais ça à peu près 6 000 euros la création de marque, sauf la classe 2, qui est la classe chimie, cosmétique, beauté, qui est absolument trop compliquée parce qu'à cause des L'Oréal, etc., etc. Mais donc, je vendais 6 000 euros. Il n'était pas rare que en moins de un quart d'heure ou en moins de 2 heures, je trouve la marque et que le client la prenne. Et donc, je vendais finalement pour 6 000 euros 2 heures de mon temps. Donc, j'étais à 3 000 euros de l'heure. Alors, évidemment, si j'avais dit au client, voilà, je vais vous faire la création de marque, je suis à 3 000 euros de l'heure, c'est-à-dire à peu près 24 à 30 000 euros de la journée, le client m'aurait sorti de chez lui à coup de pompe. En revanche, le fait de dire, bah voilà, soit vous créez votre marque tout seul, et je pense que dans 6 mois, 2 ans, on en reparle encore, parce que c'est une vraie ingénierie, c'est une vraie complexité, c'est une complexité de créativité, c'est une complexité de pertinence stratégique, c'est une complexité d'antériorité et de dépôt juridique, c'est une complexité de positionnement de la marque dans votre écosystème et dans votre marché. Donc, c'est-à-dire que si vous le faites par vous-même, vous n'avez aucune chance de trouver une marque en moins de 6 mois. Donc là, 6 000 euros, je vous promets qu'en 15 jours, un mois, vous avez une marque qui est déposable, qui est libre, en .com, au RCS et en similitude. En similitude. Après, les recherches d'antériorité sont plus compliquées, notamment à l'étranger.
Et donc, vous voyez qu'en fait, le package est très intéressant. Et ça, les consultants n'ont pas l'habitude de travailler en package. Et c'est vraiment la première source d'optimisation du tarif. Le quatrième étage, c'est vraiment de construire des méthodes. Bien souvent, les freelances que je reçois, qu'on reçoit ici, raisonnent encore comme d'ex-salariés. C'est-à-dire qu'ils raisonnent en termes de compétences et d'expertise. Mais tout ça, ça n'est pas construit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui vendent un petit peu leur CV ou leur parcours et ça, c'est pas très reproductible et c'est pas très pédagogique. C'est-à-dire que les clients ne vont pas comprendre la valeur ajoutée que vous avez par rapport à leurs propres salariés en interne. Parce qu'il y a de fortes chances qu'ils aient des salariés qui ont votre parcours ou qui ont des compétences très proches des vôtres. Donc, ce qui va faire la différenciation et la valeur ajoutée de votre intervention, c'est d'avoir des outils et des méthodes. Et donc, du coup, le client a aucune chance de pouvoir reproduire en interne ces ingrédients parce qu'il n'a pas passé de temps à conceptualiser de méthode. Et ça peut valoir assez cher. Moi, par exemple, la méthode que j'ai développée dans les années 90 et que je commercialise depuis 20 ans maintenant, le package est à 60 000 euros. Alors, il y a le package flash hein, pour les PME à 30 000 euros et le package grand groupe à 60 000 euros. Et j'en ai vendu plein. Et donc, en fait, le client a beaucoup de mal à décortiquer, analyser, parce que déjà, il y a le génie de la méthode et du résultat. Quand on est capable de dire qu'il y a 100% de résultats depuis 20 ans sur cette méthode, ça impressionne et le client ne voit pas comment il va pouvoir reproduire ça chez lui tout seul. Et deuxièmement, c'est absolument indéboulonnable par les services achats. En fait, vous allez dire, non, mais attendez, ça, je peux pas vous dire le temps qu'on y passe. On a des achats, on a mélangé de l'expertise, de l'ingénierie, et puis il y a une licence de méthode qui est vendue avec la mission. Donc finalement, c'est une sorte de nuage de valeur qui n'est pas sécable, qui n'est pas découpable et qui contribue aussi à vous donner un prix de journée très important. Moi, dans la méthode à 60 000, j'étais systématiquement à 3 000 euros du prix de journée. En moyenne, évidemment, je l'annonçais pas aux clients comme ça. Et enfin, le conseil ad hoc. Alors, le conseil ad hoc, c'est des méthodes de conseil, soit en régie, soit à façon. Alors, chaque métier, hein, que ce soit le graphisme, le design, le conseil en stratégie, les SS2I, ont leur méthode de conseil ad hoc. Mais en tout cas, voilà les 5 étages d'offres que vous devez impérativement avoir. Parce que si vous n'avez que la facturation au temps passé, on vient de faire la démonstration tout à l'heure, vous n'atteindrez jamais, jamais votre objectif de chiffre d'affaires. Et donc, je dis pas d'abondance, mais en tout cas de relative prospérité. Voilà, donc en ce qui concerne maintenant le bon mix d'activités, alors ça c'est un mix que j'aime bien pour les activités de conseil classiques hein, en management, stratégie, innovation. Il peut être un petit peu différent quand vous êtes dans le design ou en SS2I, mais en tout cas, voilà un mix qui vous assure plusieurs cycles d'activité, plusieurs niveaux de rémunération, des temps longs, des temps courts. Voilà, moi j'aime bien 10% de conférences, 30% de formation, 50% de conseils et 10% de coaching. Voilà, ça c'est ma pratique à moi et en tout cas c'est un mix qui vous permet de maximiser vraiment votre tunnel commercial et votre tarif. Voilà, donc ça c'était l'axe 2. L'axe numéro 3, c'est vraiment de faire un vrai marketing de votre offre. Les consultants indépendants que je rencontre ont souvent été de brillants stratèges et planificateurs dans l'entreprise et ils sont vraiment de piètres planificateurs et stratèges dans leur activité. C'est-à-dire que il n'y a pas de pensée stratégique sur comment je vais faire connaître mon offre, comment je vais me vendre, comment je vais vendre ma méthode, comment je vais me marketer et voilà. Alors bien souvent, voilà, j'ai une amie qui comment dire a été directrice marketing d'un groupe d'agroalimentaire et qui vient de se mettre à son compte dans des études de marché et en fait elle est incapable de s'appliquer les recettes qu'elle développait pour un groupe leader mondial dans sa catégorie agroalimentaire pour elle-même. Donc c'est comme s'il y avait
une césure totale entre les réflexes de cadre de grands groupes et les réflexes pour sa propre activité. Alors voilà, les quelques ingrédients, je suis obligé d'aller vite, hein, mais les quelques ingrédients du mix de l'offre d'un consultant ou d'un freelance, ben, il y a la marque. C'est-à-dire avoir une marque visible, attractive, ça consolide fortement le tarif et la crédibilité. Alors, il y a plusieurs stratégies hein, pour une marque. Vous pouvez très bien créer votre marque. Bon, ça va prendre 5 à 10 ans pour que vous soyez connu et encore. Ou vous pouvez prendre une marque d'une tête de réseau. Hein. Il existe plein de marques dans le coaching, par exemple, ou dans la vente, ou dans le, alors moins dans le conseil en stratégie, en management. Mais voilà, il y a un certain nombre de licences qui existent que vous pouvez acheter et du coup, ben, vous bénéficiez à la fois des marques et puis ben, de l'effet de halo sur votre activité de cette marque. En tout cas, avoir une marque par rapport à je m'appelle Tartampion du Schmoll et je fais du conseil, ça change vraiment la donne. Hein. Ça peut vous faire passer de 500 euros jour à 800 ou 900 euros jour. Ensuite, il y a le personal branding. Tiens, il manque un G à Telling. Ça fait un petit peu, voilà. Donc, il faut vraiment travailler sur le storytelling hein, et expliquer son pourquoi. C'est en fait le comment le client doit le découvrir quand il a acheté la méthode ou quand il a acheté la mission. Le quoi, c'est ce que vous lui promettez quand vous vendez la mission. Mais c'est pas ça qui motive le plus le client. Le client, c'est pourquoi vous vous levez tous les matins et pourquoi vous faites ce métier et pourquoi vous lui proposez ce type de mission. Donc le pourquoi, donc c'est très relié à votre vision personnelle, à votre impact, à votre histoire, le fait de dire que vous êtes passé par telle et telle étape, ça vous a fait prendre conscience de tel enjeu, et donc que vous êtes passé de l'autre côté de la barrière du salariat en tant que freelance pour pouvoir colporter la bonne parole sur votre expertise. Voilà, ça c'est votre pourquoi. Et ça fait vraiment toute la différence parce que si les gens ne comprennent pas votre offre ou votre méthode, en tout cas, ils vont comprendre pourquoi vous le faites. Et ça, c'est très sexy. Voilà. Ensuite, il y a votre e-réputation. Donc, il faut absolument travailler le contenu éditorial autour de votre expertise. Alors, si vous n'avez pas le temps d'écrire un bouquin, ayez une stratégie de réputation basée sur l'édition de contenu sur vos réseaux sociaux et dans les groupes auxquels vous appartenez. Travaillez votre aura avec j'ai une vacation d'expert ou de prof dans une école prestigieuse. Et des fois, le fait même d'être intervenant une fois par an dans un programme vous permet de le mettre sur votre LinkedIn, par exemple, et va complètement bouleverser votre image vis-à-vis de l'extérieur. Moi, je suis prof à HEC depuis maintenant des années. Je suis aussi tuteur et mentor à l'incubateur HEC et dans le programme SLP. C'est vraiment quelques journées par an, quoi. C'est moins de 10 journées par an. Et pourtant, le fait de l'avoir mis sur mon LinkedIn m'a apporté un nombre de contacts incroyables et un nombre de contrats. Ça facilite l'ouverture des portes. Ça facilite la mise en contact. Voilà. Donc c'est vraiment très important. L'e-réputation, c'est vraiment un travail de fond sur votre contenu éditorial, sur votre prise de parole, qui montre un petit peu votre degré d'expertise dans votre secteur. Autre ingrédient de votre marketing mix, les références. Alors c'est vrai que quand vous n'avez pas, vous débutez, que vous n'avez pas de références, eh bien c'est comme dans le marketing de l'innovation, il va falloir avoir une première référence réussie et que vous puissiez, vous ayez le droit de parler de cette référence et de citer la mission que vous avez faite. En tout cas, le fait de pouvoir citer vos références et d'avoir quelques business cases va augmenter votre expertise, d'accord. Et bien souvent, les clients, quand vous débutez, ils vont vous demander est-ce que vous pouvez me donner quelques références que je puisse appeler pour comment dire m'assurer que vous bossez bien, quoi. Alors, je me souviens dans mon premier cabinet, quand on avait réussi à avoir Seb comme client,
finalement ma meilleure référence c'était de pouvoir appeler en direct le numéro 3 de Seb et de leur passer le prospect. Et donc, c'est ce référent-là qui me finissait la vente, en fait. Il disait non, mais Prévost, vous pouvez y aller. Il nous a sorti de l'ornière sur 2 ou 3 marchés. Sa méthode est vraiment canon. Bon voilà, quand vous avez le numéro 3 d'un groupe leader européen ou mondial dans son secteur au bout du fil, qu'il est à Shanghai dans sa chambre d'hôtel et qu'il accepte de répondre pour vous, ça vaut de l'or en fait. Et là, il n'y a plus de discussion, ni de tarif, ni quoi que ce soit. Le client, enfin le prospect, est vraiment convaincu de votre valeur ajoutée. Et enfin, c'est tout le travail de promotion très très minutieux qu'il faut faire, repérer tous les référencements gratuits que vous pouvez faire, les syndicats professionnels, les listes dans les chambres de commerce, les annuaires, etc. Et puis il y a aussi des annuaires payants dans lesquels il faut investir pour être visible. Voilà. Et ça, ce ne sont que quelques petits ingrédients de votre mix. Il faut que vous travailliez absolument cette histoire pour apparaître et pour avoir votre notoriété et votre image qui se consolide. Alors, c'est pareil, il y a une stratégie commerciale pour toute activité de consulting. Et je dirais que c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence, par ça qu'on commence dans la formation des consultants, c'est qu'on s'aperçoit que il y a une méconnaissance de la vente et une incurie sur ce qui est le phénomène commercial qui est au moins responsable de 30 à 50% de la casse en fait. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas un bon vendeur ou si vous ne développez pas vos capacités commerciales et votre stratégie commerciale, que vous soyez bon ou mauvais ne change pas grand-chose à l'affaire. Vous allez vous planter. Il vaut mieux quelqu'un qui ait moins de maestria, moins d'expertise, moins d'outils et de méthodes, mais qui soit un excellent commercial très adaptable, plutôt qu'un expert bardé de méthodes, d'outils, de références, etc., et qui soit une bille totale en vente. Le premier va réussir, le second ne réussira jamais. Donc ça veut dire que dans la stratégie commerciale, la première, c'est vraiment la formation à la vente. D'ailleurs, je vous présenterai 2 dates. Il y a on est en train de faire 2 séminaires inter, parce qu'on a beaucoup de demandes, donc on ouvre 2 sessions en live dans nos locaux. Le premier jour, c'est technique de communication et vente persuasive. Et le deuxième jour, c'est traitement d'objection et négociation. Et on le vendra aussi en webinar à distance et éventuellement en différé. Mais si vous avez l'occasion d'assister à ces 2 jours de formation, c'est vraiment essentiel. Moi, ce qui a fait que j'ai réussi ma carrière de consultant, c'est que j'ai été vendeur chez Procter, j'ai été directeur commercial chez Sodial Rigilet avec les 13 centrales d'achat. J'ai fait du commercial France et export dans 53 pays. Et du coup, les réflexes de vente m'ont sauvé, y compris lors des crises, la bulle Internet de 2001, la crise de 2008, etc., etc. Parce que là, c'est vraiment les bons vendeurs qui font la différence. Donc voilà, c'est la parenthèse qui n'est pas dans la slide, mais qui me paraît vraiment important de mettre en exergue. Alors, dans la stratégie commerciale, vous devez avoir plusieurs piliers. Le premier, c'est vraiment votre marketing relationnel. C'est-à-dire faire l'inventaire des gens qui peuvent devenir des clients dans votre entourage direct et des gens qui peuvent vous recommander auprès de prospects potentiels. Donc vous allez faire 2 colonnes. Une première colonne avec à gauche tous les gens qui sont des leaders d'opinion et des gens qui peuvent me filer un coup de main ou qui peuvent me filer des contacts pour que je fasse ma prospection. Et puis dans l'autre colonne à droite, vous allez écrire toutes les cibles, toutes les entreprises, tous les organismes que vous avez envie de travailler en 2017 ou dans les 6 mois qui viennent. Et l'idée, c'est de faire un maillage, un savant maillage entre le réseau de la colonne de gauche et les cibles de la colonne de droite. Vous avez 2 attitudes dans le commercial du conseil. Soit vous tapez dans le dur,
C'est ce que font certains organismes de formation. Ils prennent le Compass et ils passent 100 appels tous les soirs. Voilà, ça c'est un peu la vie des consultants et des vendeurs dans les cabinets de formation. Alors, il y a des gens qui passent des centaines d'appels par jour au hasard et voilà. Et donc ils font leur chiffre d'affaires comme ça. Et moi, je vous propose une technique beaucoup plus sympa, beaucoup moins industrieuse et beaucoup plus fun, qui est de ne jamais rentrer chez un client ou d'un prospect tant que vous n'avez pas une recommandation de quelqu'un. Il vaut mieux aller travailler dans une entreprise que vous ne connaissez absolument pas, pour laquelle vous n'avez pas forcément beaucoup d'affinités, mais avec un appui sérieux et une recommandation, plutôt que vous de dire, allez, je vais taper L'Oréal, je vais taper Orange, je vais taper Caterpillar, etc., en n'ayant aucune connaissance et aucun réseau primaire pour entrer dans ces entreprises. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment plutôt de partir de votre capital relationnel plutôt que de cibles potentielles pour lesquelles vous n'avez absolument aucune affinité relationnelle. Voilà, ça c'est vraiment. Et alors, bien souvent, les consultants indépendants, ils ont quitté la grande entreprise, donc c'est la fête de la liberté, et ils se disent, ok, ben maintenant je fais ce que je veux, allez, j'attaque. J'ai envie de travailler pour telle boîte, telle boîte, telle boîte, telle boîte, et ils se cassent les dents parce qu'ils ne savent pas comment rentrer dans ces grands comptes ou dans ces entreprises, d'accord? Donc, c'est plus payant de partir de son marketing relationnel de proximité que de partir d'un ciblage tous azimuts ou au hasard. Le deuxième pilier, c'est vraiment le référencement. Il faut identifier toutes les instances qui ont l'habitude d'utiliser des conseils et des consultants. Alors évidemment, il y a les chambres de commerce, les conseillers des chambres de commerce, mais il peut y avoir aussi les CCE, les conseillers du commerce extérieur. Il peut y avoir des gens de BPI, des financeurs. Il peut y avoir des centres techniques, des syndicats professionnels, les OPCA eux-mêmes, les organismes paritaires de collecte des fonds de formation, etc. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi vous mettre en sous-traitance d'un gros faiseur. Par exemple, vous êtes un consultant indépendant et vous êtes très bon en stratégie. Vous pouvez très bien vous faire référencer par un cabinet de stratégie qui fera appel à vous en délestage ou en surcharge de travail. Donc, avoir une petite partie de son activité en sous-traitance et avec un référencement dans certains centres vous permet d'avoir une bonne partie de votre chiffre d'affaires. Moi, ça fait 10 ans que j'ai à peu près 80% de mon chiffre d'affaires qui m'arrive automatiquement par des gens chez qui je me suis référencé. Alors, pour rentrer un peu plus dans la philosophie de ce référencement, il faut raisonner comme la prescription médicale. Donc, vous considérez que vous êtes le médicament, le remède, la molécule miracle, et donc vous allez trouver quel est le réseau de prescription, quels sont les médecins, quels sont vos médecins naturels qui vont vous recommander. Alors, si vous êtes un designer, par exemple, sans doute que la maison du design à Paris ou le centre du design Rhône-Alpes à Lyon ou le centre du design à Saint-Étienne sont des bons prescripteurs. Mais vous avez aussi peut-être le CETIM, vous avez peut-être aussi les chambres de commerce, vous avez peut-être aussi certaines chambres des métiers ou des centres techniques sectoriels qui peuvent être de bons prescripteurs pour vous. Regardez dans les aides financières, je crois qu'il y a 3900 aides en France, celles qui concernent votre activité. Et auquel cas, évidemment, s'il y a une ligne budgétaire associée à votre activité, ça devient un peu votre sécurité sociale. C'est-à-dire que moi, dans mon activité depuis des années, j'ai entre 50 et 80% de mon chiffre d'affaires qui est prescrit et pour lequel il y a une ligne budgétaire. C'est en fait mes missions sont payées par un financeur à 50 ou 30%. Vous voyez, ça fait toute la différence entre je tape dans le dur et je vais chercher mon chiffre d'affaires tout seul, sans effet de levier de prescription et sans effet de levier du financement, et j'ai 50 à 80% de mon chiffre d'affaires qui tombe de façon automatique par des prescripteurs, et en plus, dans la plupart des cas, c'est financé.
c'est pas du tout la même ambiance. C'est ce qui me permet moi de ne travailler que 9 mois par an, par exemple. Hein, voilà. Donc parce qu'évidemment, je passe très peu de temps en commercial. Enfin, je fais du commercial en réponse à des sollicitations, et je fais très peu de commercial dans le dur. Je relance un peu mes clients quand j'ai besoin d'activité, mais j'ai déjà 80% de mon chiffre d'affaires qui est assuré par différentes sources. Et enfin, l'affiliation. Donc l'affiliation, ça peut être malin si vous avez une vraie méthode, un vrai service packagé. Vous pouvez très bien mettre ce service en vente sur des plateformes d'affiliation ou chez des confrères qui ont besoin de cette offre complémentaire. Et auquel cas, vous pouvez filer entre 10 et 50% du chiffre d'affaires d'une mission. En général, c'est entre 10 et 15%, parce que ils font votre commercial en fait. Ils achètent votre brique et ils la revendent à leurs clients. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça. Et vous pouvez aussi faire de même. En fait, vous pouvez très bien intégrer dans votre panoplie d'offres des outils qui sont déjà packagés, comme le MBTI en RH ou l'Ennéagramme, ou peut-être un outil de design. Par exemple, si vous prenez une licence pour vendre des imprimantes 3D, vous êtes designer, vous prenez une licence pour vendre des imprimantes 3D, bah, à chaque fois que vous êtes chez un client et que vous installez un service, un design 3D, vous allez vendre du matériel et donc vous allez toucher une commission sur la vente d'imprimantes 3D. D'accord? Vous allez prescrire un expert comptable et l'expert comptable vous rétrocède une partie du chiffre d'affaires. Alors, rêvez pas trop avec les experts comptables parce qu'ils sont pas très portés sur ce genre de mécanisme. Ensuite, dans la stratégie commerciale, il faut impérativement casser le cycle prospection-production. Donc en fait, ce qui fait que les consultants plafonnent à 50 000 euros par an, c'est que ils passent du temps en prospection. Dès qu'ils ont une mission, en général, ils passent 100% de leur temps sur cette mission et sur un seul client, donc ils ne font plus de prospection. Et à la fin de la mission, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de chiffre d'affaires. Donc, ils repartent en prospection. Et donc, il y a des alternances de production commerciale, qui fait que quand on est en commercial, on n'a plus d'argent, il n'y a plus d'argent qui rentre parce qu'on ne produit plus rien. Et quand on est en production, on fait plus de commercial parce qu'on est 100% scotché sur un client, et donc on ne prévoit pas l'avenir. Donc le premier truc, c'est d'arriver à continuer la prospection coûte que coûte, même en phase de production. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas planifier des 5 jours par semaine plein pendant plusieurs semaines de suite en production, parce que vous êtes sûr que c'est du suicide. Vous n'allez pas réussir à renouveler votre chiffre d'affaires à terme. Donc ça veut dire que vous devez vous réserver au moins une demi-journée toutes les semaines pour vos appels commerciaux. Il faut toujours avoir du temps pour pouvoir accepter des rendez-vous avec des prospects et des clients, etc. Un peu de suivi commercial, c'est quand même la base du métier. Donc, ça peut être un tableau Excel ou un petit CRM, ça peut être Act ou Salesforce. Alors Salesforce, monocompte, tarif de base c'est 45 euros par mois. Franchement, pour les services que ça rend, tous vos comptes sont connectés, Viadeo, LinkedIn, vos contacts, les cartes de visite que vous avez scannées avec carte scan, tout ça, ça rentre dans la même base. Et vous pouvez suivre votre pipeline. Là, je suis en contact, là, je suis en émission de proposition commerciale, là, je suis en négociation, là, je suis en signature, etc., etc. Et vous pouvez suivre effectivement la progression de tous les contacts jusqu'à la signature et la production. Et de vous sortir un petit tableau de bord et d'analyser ça régulièrement. L'indicateur le plus fidèle du chiffre d'affaires que vous allez faire à la fin de l'année, c'est l'espérance mathématique de votre pipeline. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance mathématique? C'est tout simplement la somme de tous les chiffres d'affaires des devis que vous avez émis fois la probabilité de signer. Cette probabilité, c'est vous qui l'estimez. Alors, dans les pipelines automatisés, Salesforce, Act, etc., la probabilité, elle est automatique. Quand vous êtes en phase de contact et de prospection, la probabilité est de 10%. Quand vous êtes en phase d'émission de devis, vous êtes à 30%. Quand vous êtes en phase de négociation, vous êtes à 50%. Quand vous êtes en phase de signature, vous êtes à 80%. Mais à tout moment, vous pouvez évaluer le pourcentage. Alors, quand vous faites la somme vraiment de tous les devis que vous avez dans la nature, fois la probabilité pour chaque devis
que vous avez de signer, eh ben, cette espérance mathématique, en tout cas pour moi et pour beaucoup de mes confrères, à 80-90%, c'est le chiffre d'affaires que vous faites dans l'année. C'est pour ça que c'est l'indicateur vraiment le plus important à suivre dans la stratégie commerciale. Et si cette espérance mathématique s'effondre, alors vous savez que vous allez effondrer votre chiffre d'affaires annuel. L'autre élément important dans la stratégie commerciale, c'est de tuiler les missions. C'est-à-dire, ne prenez jamais une mission où vous allez être full-time sur la mission pendant des semaines. C'est le meilleur moyen de se retrouver le bec dans l'eau à l'issue. Donc l'idée, c'est ce qu'on appelle le tuilage de missions, c'est-à-dire d'empiler les missions, un petit peu comme le spectacle des jeux d'assiettes qui tournent dans le théâtre chinois. C'est-à-dire vous avez une première assiette, vous faites tourner au bout d'un bambou, puis vous en mettez une deuxième, puis vous en mettez une troisième, et puis vous relancez à chaque fois. Donc en gros, il vaut mieux avoir 25% de son temps sur 4 missions, c'est-à-dire 4 quarts sur 4 missions en parallèle, plutôt que 100% sur une. Ça, c'est très important et c'est une des clés de la réussite du chiffre d'affaires récurrent. Et puis enfin, fidéliser. C'est plus important de revendre chez un client que vous avez que d'essayer d'en prospecter un autre. Le coût commercial d'un premier client et d'une première mission chez un client, c'est parfois entre 30 et 50% du chiffre d'affaires de la mission. En revanche, revendre une mission chez un client que vous avez déjà, le coût commercial, il peut être de 5%, 10% maximum. Donc c'est 1000 fois plus rentable et 1000 fois plus payant d'essayer de revendre des missions aux clients qu'on a déjà eu comme clients, plutôt que d'aller chercher des prospects. Prospects d'ailleurs, voilà, j'ai mis 2 S, prospects. Voilà. Axe numéro 5, le mentoring et l'accompagnement. Alors vous vous souvenez qu'effectivement, il y a 70% de vos gains et de votre progression, de votre apprentissage, qui n'est pas dans votre champ de conscience. Donc ça veut dire que y aller tout seul, c'est un peu comme, j'écrivais dans l'article, vouloir faire du base jump ou du saut en parachute libre, sans aucune formation, sans mentoring. Ou d'aller faire une plongée à 45 mètres sans avoir jamais chaussé les palmes. C'est du suicide total. Tous les standards de l'entrepreneuriat démontrent que le mentoring et l'accompagnement sont déterminants dans le taux de réussite de l'entrepreneur. Et créer une activité de conseil, c'est de l'entrepreneuriat. Alors, c'est vraiment important aussi d'avoir un mentor plutôt de votre secteur. Si vous êtes dans le design, cabinet de design. Si vous êtes dans le conseil en stratégie, conseiller en stratégie. Si vous êtes dans le coaching, d'avoir quelqu'un dans le coaching. Pourquoi? Parce que le conseil, les activités de conseil au sens large, ça ne se découvre pas par soi-même. Et moi, j'ai vraiment peiné les 2-3 premières années quand j'ai voulu faire tout seul et tout par moi-même, sans faire appel à des mentors du secteur. Vraiment, j'ai mis 3 ans à décoller alors que j'aurais pu décoller en 6 mois si j'avais fait ce travail de m'associer à des mentors du secteur. Et encore une fois, j'étais bardé de conseillers. C'est-à-dire que j'avais un accompagnateur CCI, j'étais lauréat du réseau Entreprendre, donc j'avais aussi un parrain Entreprendre, et j'avais aussi un autre parrain d'un autre réseau. Donc j'ai trois parrains, mais j'avais personne du milieu du conseil. Et ça, c'était une erreur qui m'a coûté 3 ans. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir à la fois un accompagnement et en même temps d'avoir quelqu'un, un mentor de votre secteur, parce que vous allez vraiment accélérer votre décollage. Le taux de réussite de l'entrepreneuriat est corrélé au nombre d'experts que vous rencontrez. Donc là, c'est un petit peu différent du mentoring. C'est-à-dire que si vous avez de 0 à 3 experts, vous serez dans la moyenne nationale du taux d'échec. Alors, si c'est une entreprise, c'est 50% à 2 ans. Si c'est une entreprise de conseil, vous serez à 50% d'échec dans l'année de votre création. Et en fait, on s'aperçoit qu'à partir de 8 experts rencontrés, c'est pas beaucoup 8 experts, 8 experts rencontrés, vous commencez à toucher l'asymptote d'efficacité
de votre secteur qui est de 80% d'efficacité. Donc en fait, vous rencontrez 8 experts, chambre de commerce, mentors de votre secteur, confrères, etc., etc., des gens qui ont acheté beaucoup de conseils, des amis qui sont dans la partie, etc., etc. À partir de 8 personnes rencontrées, vous, mécaniquement, statistiquement, c'est quelque chose qui a été fait sur des milliers d'entreprises, vous arrivez à passer à 80% de taux de succès. Donc c'est très important et très intéressant de faire ce petit parcours auprès d'experts pour augmenter vos chances de succès. Ensuite, le fait de vous mettre en incubateur, en accélérateur, en coopérative d'activité et d'emploi, on appelle aussi les coopératives de travail, ou éventuellement cabinet de portage, mais cabinet de portage, vous n'avez pas d'accompagnement, maximise aussi votre taux de réussite. C'est-à-dire que si on prend 100 entreprises qui se créent sans être dans un incubateur ou dans un accélérateur, comparé à à 100 entreprises qui sont dans un incubateur ou dans un programme entrepreneurial d'une école de commerce quelconque, eh bien, c'est de 80 à 50 le taux de réussite. 80% pour ceux qui sont en incubateur, 50 pour ceux qui sont pas dans un incubateur. Alors, c'est 50% au-delà de 2 ans pour les entreprises et c'est 50% en moins d'un an pour les activités de conseil. L'autre élément important à toute stratégie, mais elle est vraiment pas évidente pour une activité de conseil ou de prestation intellectuelle, c'est d'investir et de prévoir du cash. Bien souvent, moi, je vois des consultants qui disent, bon voilà, moi je crée une activité intellectuelle et puis j'ai pas de budget quoi. Or, l'activité de conseil, comme toute activité, elle a besoin de capital pour les investissements et de besoin en fonds de roulement. Alors, j'explique les deux notions. Besoin en capital, même si c'est du capital que vous ne mettez pas au capital d'une société, vous devez avoir du cash pour investir dans une formation au consulting, dans bien souvent une formation pour certains outils digitaux ou votre site internet. Vous devez vous payer un site internet, vous devez vous acheter un ordi, peut-être un cloud de stockage de vos missions, une bagnole, des abonnements SNCF, etc. Bref, il y a la liste de tous les besoins à avoir et il faut avoir ce capital de départ, sinon vous allez au casse-pipe. Alors, il n'y a pas d'obligation pour les activités intellectuelles, auto-entrepreneur, freelance, libéral, et on a abaissé la limite de capital pour les créations d'entreprises en société à capital. Mais je trouve que le sous-dimensionnement des besoins en capitaux, y compris pour les activités intellectuelles, est assez dommageable. Et aussi le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que si vous faites 120 000 euros de chiffre d'affaires en année 1 et que vos clients vous payent un mois, c'est-à-dire un douzième de 120 000 euros, ça veut dire qu'il vous faut au minimum 10 000 euros de cash, parce qu'en fait, c'est de l'argent que vous n'aurez jamais, qui reste toujours dans la nature. Vous émettez une facture de 10 000 euros, le client vous paye un mois plus tard, et ben il faut financer ces 10 000 euros. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas l'inventer. Si vous n'avez pas un peu de trésorerie, ben vous ne pouvez pas faire votre activité. Et plus votre chiffre d'affaires augmente, et plus vous devez augmenter votre BFR. Quand on faisait 1 million d'euros dans mon premier cabinet par an, les clients me payaient à 45 jours, et ben ça me faisait comment dire, à peu près, faut que je fasse le calcul, on avait à peu près 150 000 euros, on avait à peu près 150 000 euros dehors, entre 100 et 150 000 euros dehors. Alors après, vous avez des moyens de récupérer un petit peu ce BFR, mais seulement si vous êtes en société, c'est d'avoir une ligne d'AI ou une ligne d'escompte. Mais si vous êtes en libéral ou en auto-entrepreneur, jamais personne va vous proposer d'escompter vos factures. Voilà, donc là, c'était pour la stratégie marketing commercial. Axe numéro 6 de réflexion, la gestion du temps. Sachant que votre machine-outil à vous, c'est le temps. En tant que consultant, c'est vraiment ça qui compte. Donc, l'idée, c'est vraiment de supprimer les temps improductifs, de faire la chasse au gaspille. Et dans une activité traditionnelle de consultant,
on dit qu'en général, on passe 50% du temps commercial et en administratif et 50% du temps en production. En tout cas, dans les grands cabinets de conseil, un consultant senior, sur les 220 jours de travail de l'année, va passer 110 jours en commercial, administratif, tâches de promotion et autres, et 110 jours en production. C'est comme ça que le chiffre d'affaires moyen récurrent d'un consultant senior dans un grand cabinet de conseil est aux alentours de 150 000 euros. C'est-à-dire à peu près 110 jours, 110 jours à 1500 euros jour en production. D'accord? Alors, l'ambition pour un consultant indépendant, c'est pas de reproduire ce schéma-là, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'avoir à peu près 40% de son temps en commercial administratif, 40% de son temps en production, à considérer que vous avez un tarif horaire qui vous permette de faire votre année en 40% de 220 jours, et de garder 20% pour soi. Alors pourquoi garder 20% pour soi? Premièrement parce que le conseil, c'est une activité qui est extrêmement fatigante et très preneuse en termes de stress, d'investissement, etc. Donc il faut rester frais. Donc comme pour les sportifs de haut niveau, il y a des temps de récupération, il y a des temps d'apprentissage et d'entraînement. Donc il faut que vous gardiez 20% de votre temps pour vous former, faire de la veille, lire des bouquins, vous reposer, prendre du recul sur votre activité, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu le mix qui serait idéal. Si on pouvait faire 3 tiers, moi je vise à ça en fait, hein, 3 tiers, un tiers de commercial, un tiers de production, un tiers pour soi, ce serait vraiment l'idéal. Deuxième levier de gestion du temps, se focaliser sur son activité. Alors c'est pour ça que nous on milite pour l'entrée dans une coopérative de travail, parce que dans une coopérative de travail, vous ne gérez pas la comptabilité, les déclarations fiscales et sociales, la marque, la communication, les services support, l'informatique, etc., etc. Et en plus, vous avez un back-office de production. Donc ça vous permet de gagner déjà au moins 30% de votre temps. L'autre levier, c'est de déléguer. Les consultants indépendants qui réussissent le mieux sont ceux qui ont pris une assistante part-time, un comptable. Toutes les tâches qui ne sont pas cœur de métier sont externalisées aux variables. Ça peut être un centre d'appel, ça peut être un gestionnaire ou une gestionnaire part-time, ça peut être etc., etc. Et des détails vraiment idiots du style avoir une femme de ménage, avoir un stagiaire si on peut pour votre communication et vos réseaux digitaux, un pote qui vous fait certaines de vos publications ou votre newsletter, etc., etc. Il y a 2 lois qui sont très importantes dans le consulting et qu'on retrouve aussi dans le management de projet. C'est la loi de Pareto et la loi de Parkinson. Alors, la loi de Pareto, c'est les fameux 20-80. Donc, d'être toujours agressif tous les jours sur votre emploi du temps et votre to-do list pour ne faire que les 20% de tâches qui vont produire 80% de l'effet. Ne cherchez pas 100% d'impact, mais cherchez vraiment les 80% avec seulement 20% des tâches les plus usuelles. Donc moi, dans mon quotidien, je passe mon temps à effacer des emails que je n'ouvre pas, à cocher ma to-do list sur Trello, à re-questionner mes rendez-vous de la semaine, à annuler, déplacer pour optimiser mon temps et ne rester que dans les 20% du temps qui vont produire 80% d'effets. Et l'autre loi, c'est la loi de Parkinson qui est que si pour une tâche, vous ne la bornez pas par un début et par une fin, bah vous allez avoir tendance à occuper tout le temps disponible pour cette tâche. Par exemple, vous avez prévu de faire un rapport et vous arrivez le matin, et ben, il se peut très bien que vous preniez toute la journée pour faire le rapport. En revanche, si vous dites je me donne 2 heures pour faire ce rapport, comme par magie, vous allez mettre 2 heures pour faire ce rapport. Peut-être 2h10, mais en tout cas, c'est pas 8 heures. Donc, Parkinson, c'est on a tendance à occuper le temps
qu'on se donne. Donc en fait, si on ne borne pas ses activités, on va déborder de façon dramatique. Et Pareto, c'est 20-80, 20% des tâches qui font 80% d'effet. Alors il y a tout un tas de petits outils efficaces qui vous permettent de gagner du temps. Je vais pas faire un cours de mind mapping, mais allez voir Tony Buzan, la pensée heuristique. Hein. Le mind mapping vous fait gagner un temps fou en apprentissage, en préparation de formation ou de conférences, en mémorisation, en plan de travail pour vous-même, etc., etc. Il y a un petit outil qui est vraiment très très bien en gestion du temps qui s'appelle Trello, qui est téléchargeable dans l'App Store en fait, et qui vous permet de créer des listes, des sujets et des to-do listes thématiques et de pouvoir partager ça avec plusieurs personnes, y compris des groupes de travail clients. C'est vraiment très utile, très ludique. Il y a une réplication sur votre PC ou votre MacBook en fait, hein, donc c'est vraiment très bien. De faire pour les gros projets un Gantt. Alors, il n'y a pas besoin forcément d'avoir MS Project ou Citor PSN 9 ou 10, hein, sous Excel avec un grisé des cases et des cases rouges pour comment dire les milestones les plus importants suffit amplement. Voilà, donc c'est pas un cours de gestion du temps, mais en tout cas le gisement de temps est une ressource très importante. Vaincre la solitude, bon bah ça j'ai quelques phrases choc. On va pas y passer notre temps, mais vous comprenez ma philosophie. Seul on va plus vite, en groupe on va plus loin. J'ai une autre phrase que je donne aussi en création d'entreprise ou d'activité, c'est qui crie seul cherche son linceul. Et on a toute une littérature, vous la trouverez sur internet, qui prouve que les grappes d'entrepreneurs réussissent mieux que les loups isolés. Hein, toute la théorie du coworking, des hôtels d'entreprise, mais de façon plus lointaine et macroéconomique, Michael Porter avec les clusters, économie des clusters, on s'aperçoit qu'effectivement, les grappes ou les groupes sont plus efficaces que les personnes isolées. Et puis, il y a une notion de stress aussi. Si on échange, on réduit son stress. Axe numéro 8, c'est très lié au mentoring et à l'accompagnement. Il faut que vous ayez le plus tôt possible des repères, des exemples et des benchmarks. C'est-à-dire que si vous entamez une activité de consultant dans un domaine, il faut que vous tanniez vos confrères ou des amis pour vous montrer quels sont leurs livrables, comment est rédigée une propale, une proposition commerciale dans leur domaine, quels sont les comptes rendus de réunion, etc. Que vous ayez un petit peu les meilleures pratiques de votre secteur pour tous les livrables et les comportements types efficaces des consultants. Donc c'est vraiment important de progresser comme ça. Moi je me souviens qu'à chaque fois, que ce soit dans mes études ou en tant que consultant, que j'ai pu consulter des exemples ou des livrables de confrères, des devis, des présentations, etc., assister à des présentations même, ça m'a fait progresser de façon très forte. C'est sûr que les consultants professionnels ont plein d'astuces. Moi-même, avec 20 ans de recul, j'ai plein d'astuces à vous donner. Mais je suis sûr que si vous interrogez un consultant, un partenaire d'un Big Five ou quelqu'un qui est président d'un groupe de conseil qu'il a créé lui-même, il va vous donner plein d'astuces qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Et puis ces gens-là, les consultants qui ont l'habitude, ils savent identifier les poches de valeur pour eux-mêmes, mais aussi dans vos pratiques. C'est-à-dire que si vous déballez un peu ce que vous faites, vos compétences, etc., ils vont vous pointer ce qui a véritablement de la valeur pour le client et ce qui n'en a pas. Donc voilà, c'est un peu redondant par rapport au point sur le mentoring, mais je vous engage vraiment à vous entourer de gens d'expérience et de votre milieu. Axe numéro 9, industrialiser son process. Comment automatiser un petit peu son activité. Je pense que c'est rentable et c'est vraiment performant d'avoir une offre récurrente bien rodée. C'est-à-dire avoir un ou deux best-of sur étagère que vous pouvez vendre, parce que plus vous allez le vendre, plus vous allez automatiser la production, plus vous allez optimiser les masques, les tables de calcul, les outils de rendu, etc., etc.
et plus ça va devenir rentable. Le pire, c'est la haute couture et le sur-mesure pour chaque mission, parce que vous êtes obligé d'inventer tous les paramètres, d'inventer tous les masques, tous les types de rapports, et donc ce temps, cette ingénierie de conseil n'est jamais amorti. Donc payez-vous un ou deux produits ou services bien packagés, bien rodés, faites-le tourner, vendez-le le plus souvent possible, et ça c'est une source de rentabilité et de performance. Ensuite, il y a tout un tas d'outils de programmation, que ce soit vos emailing, vos publications sur Outsuite, Buffer, etc. pour les réseaux sociaux. Plus vous programmez et plus vous avez du temps pour vous. Vous pouvez aussi mettre vos référents, vos formations dans des catalogues nationaux, soit les catalogues qui correspondent à votre secteur, soit des catalogues généralistes, ce qui fait que finalement vous avez des contacts entrants. Vous pouvez aussi avoir des contrats cadres avec reconduction tacite chez certains clients. C'est-à-dire que vous avez un programme, prenons le cas d'une hotline sectorielle, vous vendez cet abonnement 2000 € par mois et vous dites dans le contrat que ce contrat est conclu pour une durée de 12 mois et reconduit de façon tacite annuellement à la date anniversaire. Bon, une fois que vous avez signé un contrat cadre, tant qu'il n'est pas dénoncé, vous touchez 2000 € par mois. Et donc, le contrat cadre est vraiment une bonne façon d'automatiser mécaniquement son chiffre d'affaires. Et puis, peut-être aussi d'avoir une partie de son activité en sous-traitance, je l'ai déjà évoqué. Mais si vous avez une offre en plug and play chez un confrère qui a une grosse boutique et qui vous intègre dans ses missions, au moins vous faites pas le commercial. Même si vous passez de 2000 à 1000 € de prix de journée, c'est très rentable parce que vous avez un fonds de commerce, un fonds de marmite qui paye vos charges, quoi que vous fassiez. Et puis enfin, le dernier point, sortir de sa zone de confort, c'est vraiment pour vous inviter à vous remettre en cause. Alors aujourd'hui, pour vous dire qu'est-ce que j'ai mal fait jusqu'à présent, qu'est-ce qui m'a pas permis de crever le plafond de verre du consultant, et qu'est-ce que j'accepte de remettre en cause sur ma pratique, mon écosystème, comment je travaille, pour essayer de repousser les limites. Donc c'est vraiment important de se poser ces questions. Donc vous pouvez faire un petit papier en mettant toutes vos comment dire, tous vos freins, tout ce qui vous empêche en fait, ce que j'appelle moi vos saboteurs, ou les freins qui vous empêchent d'aller plus haut, et de voir comment vous pouvez les lever. Ne pas oublier de se donner des challenges et de l'annoncer. Se donner un challenge en disant ok d'accord, je me dis à moi-même que je vais passer la barre des 6 mètres en saut en hauteur, en saut à la perche, mais j'annonce pas mon contrat. C'est débile parce qu'en fait le challenge il est pas commis. C'est un peu comme au tarot, vous annoncez le contrat. Vous dites voilà, je vais faire une petite, je vais faire une garde avec, une garde sans. Vous annoncez le contrat, c'est-à-dire que vous donnez un challenge et vous annoncez le contrat à votre entourage. Du coup, c'est ce qui vous permet vraiment de tenir ce challenge. Et puis focalisez-vous peut-être sur une ou deux actions qui seraient vraiment payantes pour votre développement. Alors voilà, j'ai mis un certain nombre de points en conclusion, le rappel de ce qu'on s'est dit, prendre conscience de sa valeur, passer de l'expertise à la méthode, travailler son storytelling et son pitch, faire son propre marketing et son personal branding, avoir une stratégie commerciale élégante et frugale, mutualiser les moyens entre consultants, donc essayer de trouver des moyens où vous allez être à plusieurs, en grappe, réfléchir à tout ce qui peut être affiliation, soit acheter des méthodes ou vous affilier ou affilier votre méthode. Y aller par palier. Vous n'allez pas demain passer de 0 à 250 000 € de chiffre d'affaires. Il va vous falloir des paliers de consolidation. Mais si déjà en moins d'un an vous dépassez les 50 000 €, c'est déjà une belle victoire. L'ambition qu'on a nous dans le programme digital que je vais vous présenter rapidement, c'est de vous faire passer en moins d'un an au-delà des 50 000 € de chiffre d'affaires.
Après, nous, le challenge dans la coopérative d'activité, pour ceux qui rentrent dans la coopérative d'activité, c'est plutôt de les faire passer de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 100, 150 000, 250 000 euros de chiffre d'affaires. Mais ça nécessite un accompagnement vraiment en interne dans la coopérative. Pensez à industrialiser, privilégier le taux horaire par rapport au montant absolu de la mission. Si un client n'est pas capable de se payer vos services à 2500 euros au jour, proposez-lui une demi-journée à 1250. Lui, ça rentre peut-être dans son enveloppe budgétaire, 1250 euros, et vous, au moins, vous aurez bien vendu votre taux horaire. C'est vraiment le plus important des facteurs, c'est le taux horaire. C'est vraiment ça sur lequel il faut se battre. Vendez du retour sur investissement et non pas du tarif, ça c'est important. Et puis, amusez-vous parce que c'est un métier fabuleux. Voilà, donc j'ai un certain nombre de, voilà, on a un peu, on a pris beaucoup de temps pour parler de tout ça. Donc, je voulais voir un petit peu quelles sont vos questions. Alors, je vais retourner moi sur la mire des questions pour voir un petit peu ce qui s'affiche. Alors, ceux qui sont en audio peuvent poser leurs questions et je vais les noter. Et sinon, les autres, vous les notez en bas en chat et j'essaye d'y répondre. Allô, allô? Oui. Moi, j'avais une question justement par rapport au point vaincre la solitude. Oui. Du coup, j'imagine que les coopératives, c'est un bon moyen pour ça, pour pallier ça. Et du coup, comment ça se passe en termes, enfin, comment ça se passe si je veux exercer dans une coopérative d'activité? Comment ça se passe en fait sur le plan pratique et la vie de tous les jours et aussi au niveau financier, est-ce que j'ai quelque chose à payer à la coopérative, et des choses comme ça. Alors, donc la question pour ceux qui n'ont pas entendu le son de la question qui vient de m'être posée, c'est la question de comment fait-on pour entrer dans une coopérative d'activité. Il y a deux types de coopératives d'activité. Il y a des coopératives d'activité d'amorçage. Il y a à peu près 150 coopératives d'activité en France, hein, et 80 cabinets de portage. Donc en fait, pour rentrer, il faut postuler. Et je dirais que, en tout cas pour Time to Planet, il faut rentrer quand vous avez déjà amorcé votre activité. Il faut savoir que l'accompagnement d'un consultant de zéro au premier palier de chiffre d'affaires, il est à peu près de 6 000 euros par an. Alors, ça coûte ça d'accompagner quelqu'un. Donc, et nous, Ok. comme on se paye sur un pourcentage du chiffre d'affaires de chaque consultant, c'est à partir de 50 000 euros, 50-60 000 euros qu'on a cette contribution qui nous permet de payer la structure. Donc ça veut dire que Ok. si vous êtes déjà à 50 000 euros, welcome, posez votre candidature chez Time to Planet et on peut vous accompagner pour accélérer votre activité. Si vous commencez de zéro, je pense qu'il vaut mieux aller dans une autre coopérative d'activité ou alors de négocier auprès de l'ADI, de votre conseil régional ou d'autres structures de financement une enveloppe de 6 000 euros qui nous sera donnée pour votre accompagnement. Alors nous, Ok. on est en train de monter un produit financier par tranche de 6 000 euros, qui en gros, sans rentrer dans les détails, va être de l'émission de dette par tranche de 6 000 euros pour pouvoir accompagner des consultants qui rentrent chez nous, qui n'auraient pas ce montant. Mais sinon, Ok. le fonctionnement, on a des webinars et des réunions physiques qui montrent comment rentrer dans la coopérative d'activité, mais on sélectionne uniquement les gens qui sont déjà au-delà de 50 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Vous faites combien de chiffre d'affaires? Non, moi, j'en suis vraiment au tout début. Je suis en train de voir si, je viens de terminer une formation, en fait, en développement web. Et, je sais pas encore si C'est vais Jonas, chercher c'est du, ça? oui, Oui, voilà. si je vais chercher du travail enfin, dans une start-up ou une boîte, ou si je vais me lancer en freelance. Donc, enfin, pour l'instant, c'est un peu, voilà, une réflexion que j'ai sur toutes les options qu'il y a. Donc, pour l'instant, je suis à Et, zéro et, ça nécessite une réponse plus individuelle, hein. Ce que je vous invite à faire, c'est de rentrer en relation avec moi à l'issue du webinar ou de venir à une présentation. Mais très Mhm. honnêtement, nous, on ne pourra pas vous accompagner.
Si vous Oui, commencez votre activité, on ne pourra pas vous accompagner. On peut vous ok, bah, accompagner avec un programme digital, qui est un programme qui va durer 6 mois en fait, qu'on va lancer bientôt, mais on peut pas vous accompagner physiquement en tout cas. ok, bah, je prendrai contact avec vous alors Ouais. après la réunion. Autre question par écrit ou à l'oral? Volontiers. Oui, c'est Euh, Martine, c'est ça? c'est Martine, bonsoir. Bonsoir. Je suis coach professionnel et j'ai déjà entamé un bout du chemin que vous venez de nous décrire. Merci beaucoup d'ailleurs parce que c'est vraiment extrêmement complet ce que vous venez de présenter. C'est toujours délicat pour moi, enfin ça reste encore délicat parfois face à la réaction de certains clients qui disent «Ah mais c'est tellement cher, j'aurais pas pensé que c'est ce prix-là». J'aimerais que vous reveniez, si vous voulez bien, sur votre commentaire tout à l'heure de la bonne raison pour laquelle il faudrait baisser le tarif. Je dois vous avouer que j'ai pas super bien compris votre logique, hein. Alors Comme par hasard. déjà en fait, ce qu'il faut expliquer aux clients, c'est que quand vous facturez une journée 2 000 euros, c'est pas 2 000 euros pendant 220 jours que vous facturez. C'est-à-dire que vous n'allez pas facturer 2 000 euros tous les jours. C'est vraiment 2 000 euros de temps en temps. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires annuel, il n'est pas du tout à 220 jours fois 2 000 euros. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut que votre interlocuteur comprenne, c'est que vous avez 50%, je ne parle pas de la TVA, on va parler en hors taxe, vous avez 50% qui part en charges diverses. Plus en général, vous allez voir entre 10, 15, 20, 26% de tranches d'imposition. Ça dépend les revenus que vous avez. Donc ça veut dire que l'érosion d'une journée de consulting est très important. À cela, il faut rajouter tous les investissements cumulés que vous avez dû avoir, vous, pour réussir à devenir consultant et à devenir un expert. La méthode que vous avez mis au point, les formations que vous êtes payées, etc. Les années, si vous êtes coach, hein, les années de pratique, de pratique en binôme, les certifications, les révisions, etc., que vous êtes payé, c'est des dizaines de milliers d'euros parfois. Et donc ça, c'est un temps qui doit être amorti. D'accord? Et puis après, D'accord. il y a plusieurs astuces ou métaphores. La première, c'est l'histoire de Picasso qui fait un petit dessin dans un restaurant et le chef restaurateur vient voir Picasso. Il dit, Maître, est-ce que vous accepteriez de signer la nappe? Et Picasso lui répond, mais mon ami, si je signe la nappe, votre restaurant m'appartient. C'est-à-dire que le génie et la valeur ajoutée du consultant n'a rien à voir avec le temps passé. Et donc, on vend des petites tranches de notre génie en une journée ou en quelques heures, mais ça va vous faire gagner 6 mois, un an. J'interviens dans une PME que la CCI m'envoie, et cette PME, ça fait 1 an et demi qu'elle a créé une offre, elle a fait zéro de chiffre d'affaires. Elle a déjà cramé, elle a déjà cramé 500 000 euros de capital, et ils sont à 2 mois moins le dépôt de bilan. On fait une mission cofinancée avec la chambre de commerce. C'est une mission à 30 000. On reconçoit l'offre, on teste ça dans plusieurs pays. Enfin, déjà, c'est pas cher, hein. C'est cher 30 000 euros, mais c'est pas cher en absolu. Et le premier marché de cette boîte, c'est 26 millions de dollars. Alors, c'est cher 30 000 euros ou c'est pas cher 30 000 euros? C'est pas cher. C'est cher de prime abord, mais c'est moi qui suis lésé dans l'affaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai levé une poche de valeur de 26 millions de dollars à Dubaï pour ce client qui était au bord du dépôt de bilan, et moi, je ne touche que 30 000 euros. Donc, c'est pas juste. Donc, en fait, l'équation de la valeur, elle est souvent en défaveur du consultant et très peu souvent en faveur et très souvent en faveur du client, en fait. Donc, c'est ça, en fait. L'idée, c'est d'arriver à avoir des indicateurs de mesure de ce que vous créez comme valeur et de dire au client, oui, mais si je vous dégage X millions d'euros ou si je vous dégage cette valeur, est-ce que vous êtes prêt à partager à 50-50? Évidemment, le client va dire non, je préfère passer au fixe. Donc ça, c'est la première approche, l'approche économique.
La deuxième, c'est l'astuce de dire, bah voilà, moi j'ai besoin de cet argent pour vivre, pour payer mes charges, payer mes formations, ma voiture, mon ordi, mes locaux, etc., etc. Il y a une partie de l'amortissement. Donc expliquez-moi, donnez-moi une bonne raison pour laquelle je devrais faire un effort tarifaire. Ben, une raison logique, hein, une bonne raison. Alors, par exemple, il y a un client qui m'a dit, oui, mais bon, on est en train d'aligner tous les tarifs des consultants chez nous. C'est un grand groupe, hein, leader européen, voilà, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et les achats me disent, bah, on est en train d'harmoniser tout le monde à 2000 euros. Je dis, mais attendez, moi, c'est 3000 euros, je vous ai déjà fait 2500 euros. Si maintenant vous me dites que vous avez dans vos consultants Anthony Robbins, euh, Peter Drucker, etc., qui eux ont accepté 2000 euros, bon, je suis pas bêcheur, je vais m'aligner sur Peter Drucker et Anthony Robbins. Faisons 2000 euros. Mais si vous me dites, les autres sont à 2000 euros, mais je ne connais pas la valeur des autres consultants. Moi, je connais ma valeur, mais peut-être qu'ils sont nuls. Enfin, je sais pas la valeur des autres consultants. Je ne peux pas m'aligner sur des gens que je ne connais pas. Alors après, faut un petit peu de jeu de jambes et de, comment dire, d'expérience. Vous comprenez le truc, hein? Absolument, merci beaucoup. Voilà. Soit vous prouvez économiquement. Moi, je sais qu'en général, je dis, quand vous payez 1000 euros, la mission vous rapporte 10 000. Le ROI en moyenne sur 20 ans, il est de x10 au minimum. Moi, je travaille avec des indépendants et je n'ai pas de boule de cristal et je suis incapable de pouvoir chiffrer quelle va être la valeur ajoutée. Et souvent, ben, elle est colossale, mais ma foi, comme j'ai pas de boule de cristal, je l'ai pas devisé depuis le début, quoi. Bah, le coaching individuel en Je parle de one-to-one, consulting, on, là. on est sur à peu près du 90 à 100 euros de l'heure. Et en entreprise, on est sur du 250 à 420 euros de l'heure. Voilà. Oui, oui, je parlais de consulting, pas de coaching, parce Ah, que j'ai d'accord. vraiment fait la distinction entre les deux. Je vais prendre une autre question. Voilà, si j'ai répondu à votre question, je vais prendre une autre Merci question. beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions écrites? Alors, je vais regarder au niveau des questions. Tac. Bravo, donc merci. Euh, ce webinaire est passionnant, super, merci, bonne soirée. Bon, on a dépassé le temps, hein, mais bon, est-ce que certains sont intéressés par un programme digital? On va lancer un programme digital de 6 mois parce que vous avez bien compris que on est très sélectif pour Time to Planet. On peut pas accompagner tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui sont preneurs d'une offre comment dire d'accompagnement digital, c'est-à-dire des webinars, des vidéos tous les mois pendant 6 mois. Est-ce que ça intéresse certains d'entre vous? Moi, je veux bien avoir un aperçu du programme et enfin, je sais pas s'il y a des brochures ou des choses comme ça là-dessus, ou si on peut avoir une introduction rapide. Oui, ben en gros, on va reprendre un petit peu toutes les thématiques qu'on a vues là, hein, et tous les mois, il y a une thématique ou deux thématiques. Chaque thématique fait l'objet de 4-5 heures de vidéo, et tous les mois, il y a un web tutorat commun comme ça, et on essaye Mhm. d'avoir une fois par trimestre une plénière à Paris en duplex, hein, pour ceux qui peuvent se déplacer. On va travailler une journée ensemble, tous ensemble, sur échange de bonnes pratiques, coaching collectif, exemple, qui a réussi, etc., etc. Donc c'est un programme qui va se passer, voilà, pendant 6 mois avec. On est en train de l'écrire là, voilà. Donc c'est un, voilà, j'ai pas mal de gens qui écrivent aussi des commentaires. Là, je les lis, hein, donc oui, moi ça m'intéresse. Ok, envoyez-moi une offre, etc., etc. Donc effectivement, ça a l'air d'intéresser pas mal. Pour tous ceux qui sont là, est-ce que vous imaginez le tarif que serait cet accompagnement digital de 6 mois? Est-ce que vous avez une idée du prix ou de l'argent que vous accepteriez d'y consacrer pour qu'on puisse fixer le tarif au plus juste? Euh, ouais, aucune idée parce que je sais pas, quelques dizaines d'euros par mois, un truc comme ça.
pour avoir l'idée, c'est de passer de 0 à 50 000 euros. Hein. Donc en fait, c'est 50 000 euros. Au global, vous accepteriez de dépenser combien en accompagnement et en conseil pour atteindre ces 50 000 euros? Donc là, j'ai des réponses. Je vais pas les lire en direct, mais j'ai pas mal de réponses. J'ai des montants, j'ai des pourcentages, pas mal de pourcentages en fait de cette somme. Ok. Ok, ben je note tout ça. On fera une première épaule budgétaire avec toutes les moyennes et on reviendra vers vous. Voilà. Est-ce qu'il y a un ou deux commentaires? Alors pour ceux qui sont à l'oral et puis pour ceux qui sont à l'écrit, bah vous chattez en bas dans la mire. Ceux qui sont encore connectés avec le micro ouvert, vous avez des commentaires à faire sur cette approche très sommaire. Hein. Désolé, on est obligé d'être synthétique, mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce webinaire? Ah non, justement, moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'infos, que c'était hyper complet. D'ailleurs, merci beaucoup pour ça. Ça m'a même donné des idées au cours du webinaire. Donc non, moi j'ai trouvé ça très utile et au contraire assez complet. Ça couvre pas mal d'aspects, je pense, on va dire du métier, enfin de l'activité en tout cas de consultant. Et voilà, moi je trouve ça très bien. Ok, merci. Après, c'est sûr qu'en 2 heures, c'est compliqué de parler de tout en détail, mais 20 ans d'expérience en 2 heures, c'est quand même une gageure. Hein. bravo, bravo. Ok, bah écoutez, merci en tout cas à tous. Euh, Merci à on se retrouvera donc soit via nos propositions commerciales de webinars, d'autres webinars ou notre programme digital. Donc, bah, n'hésitez pas à réagir. Et puis, on aura sûrement des tarifs de lancement. Donc, soyez réactifs. Pour les Mhm. premiers, il y aura sans doute des offres avec des bonus ou des tarifs préférentiels. Mais voilà, on a eu très très mal au cœur cette année de laisser 95% des 2500 CV dehors parce qu'on pouvait pas les accompagner. Et donc on va essayer de faire notre part en tout cas en faisant un programme mutualisé le plus économique possible, mais à fort impact. Donc voilà. Merci, bonne soirée et puis à très bientôt.